Donc très vite, je me suis dit, évidemment, là, j'ai une maison spirituelle. J'avais une certitude qu'en fait, grâce à ça, si je mourais demain, il n'y avait aucun problème. Déjà, ce pourquoi j'étais là dans cette vie était déjà réalisé. C'était de goûter à cette expérience d'une tranquillité intérieure que personne ne pourrait m'enlever à aucun moment. Bienvenue dans Looping, des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Pour ce 3e épisode de la première saison, nous allons rencontrer Marion. Son histoire, c'est celle d'une enfant sauvage dotée d'une grande soif d'aventure et d'aventure intérieure. À l'âge où moi, je découvre la Smirnoff Ice, Marion, elle, a d'autres centres d'intérêt. Encore adolescente, son attrait pour le subtil et la dimension cachée de l'existence va rapidement la conduire en Inde, à Calcutta d'abord, puis à Darjeeling, et c'est là qu'elle va faire la rencontre décisive, la rencontre qui changera sa vie à jamais, celle de son maître spirituel. Pas encore la vingtaine, c'est sur ces contreforts de l'Himalaya qu'elle va développer une pratique de méditation qui va irriguer toute sa vie. Vous allez voir, comme d'habitude, ce n'est pas un chemin tout tracé et linéaire, mais un chemin fait d'embardées, de retours en arrière et d'inattendus. Au gré de multiples péripéties, elle se rapprochera peu à peu de sa voie, celle d'une existence tournée vers la nature et la protection des environnements fragiles. Mais avant ça, plongeons-nous dans cette première partie de vie, des racines des forêts du Périgord au sommet enneigé du toit du monde. Voici l'histoire de Marion. Je m'appelle Marion, j'ai habité avec mes parents dans la forêt jusqu'à l'âge de 6 ans où je suis allée à l'école et j'ai appris le nom des arbres, des animaux. Avec mon frère, on jouait à faire des cabanes et à grimper dans les arbres, à grimper sur tout ce qui pouvait nous monter vers le ciel. Et l'école, c'était pas vraiment... c'était une petite école de campagne, donc à Abjas-sur-Bandia, puis après à Nontron, dans le fin fond de la Dordogne, dans le Périgord vert. L'enseignement n'était pas spécialement au cœur de mon intérêt et de mes préoccupations du quotidien. Et j'ai grandi plutôt à me connecter à ce qui m'entourait sur le plan de mon lien à la nature, plutôt que mon lien aux livres et à l'école. J'ai eu une enfance qui m'a amenée à avoir une intériorité très jeune, parce que j'étais seule à balader, à chercher des chemins. J'avais plein de possibles devant moi, donc c'était très ouvert. Et j'ai un sentiment de confiance, en fait, que mes parents m'ont transmis, parce que j'étais capable de devenir autonome sur les choses qui m'intéressaient. Aller camper, aller chercher loin des champignons. Je me sentais forte et je me sentais courageuse, et le lien avec les autres enfants était pas toujours évident. Ça a été l'aspect difficile dans mon enfance. Et puis il y a eu la dépression de ma mère qui m'a fait peur aussi, parce que je savais pas si je pouvais m'appuyer sur elle quand j'avais 6 ans, et je me retrouvais démunie je voulais pas rentrer à la maison en rentrant de l'école, parce que je savais pas qui allait pouvoir m'accueillir à la maison. Ça m'a un peu, je crois, mis en garde. En fait, j'ai rencontré une amie à 11 ans qui arrivait en Dordogne, elle arrivait d'Angleterre, et ses parents montaient un petit gîte, un Airbnb. Elle parlait pas français. Je me suis sentie très proche d'elle. Et il s'est avéré qu'en fait, au fil des années, elle m'a révélé son histoire de son père qui vit à Calcutta, dans les bidonvilles, qui est médecin des rues, qui monte des cliniques mobiles chaque jour pour la lèpre, pour la tuberculose. Et donc à 15 ans, on est allé à sa rencontre à Calcutta.
C'était notre premier grand voyage ensemble. Et on avait failli d'ailleurs fuir, faire une fugue pour aller en Angleterre, puis après on voulait aller en Inde, pour le retrouver. Et finalement, nos parents nous ont laissés partir. Ils nous ont fait confiance. Une fois là-bas à Calcutta, ça a été la découverte la plus forte sur mon chemin, qui était la maladie, la mort, la très grande pauvreté, et puis une lumière à travers le regard d'un docteur qui prenait tout ce qui arrivait à lui sur les trottoirs, en fait, les maladies, les problèmes des uns, des autres, tout ce flot de difficultés, de souffrances, même de réfugiés qui arrivaient du Bangladesh, qui avaient nulle part où s'installer. Et j'ai vu qu'il y avait un pouvoir de connecter à l'autre, pas que par l'aide matérielle, mais aussi en apportant, quand je parle de cette lumière que je voyais dans son action, c'était un regard, en fait, un sourire, qui sécurisait les gens qui venaient à lui, qui leur donnait de la joie et qui leur donnait de l'espoir. D'ailleurs, l'association qu'il a créée s'appelle Calcutta Espoir. Donc ça a été l'élément déclencheur de mon chemin d'altruisme, où je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Toute cette intensité, en fait, d'expérience fait battre mon cœur plus vite, réveille même dans ma lucidité, dans ce contact au réel, une envie d'être pleinement là, en fait, pour ça, et de pas me laisser de nouveau m'endormir dans tout ce que je connaissais du confort d'un cocon familial et éducatif qui me protégeait quelque part de ressentir cette souffrance autour de moi. Une fois que ça a été touché, il n'y avait plus de retour vraiment en arrière, de pouvoir me rendormir dans une sorte de déni de ce qui m'entourait. Après Calcutta, donc je vais m'installer dans une école de cirque, en même temps que je fais mes dernières années de lycée jusqu'au bac, un bac scientifique. Je m'intéresse de plus en plus à la fois la psychologie, pour comprendre le fonctionnement de l'esprit, mais surtout à travers une tradition orientale. Donc je cherche à travers le zen, à travers l'hindouisme, à travers le bouddhisme tibétain, toutes sortes d'enseignements qui répondent à cette soif de comprendre le fonctionnement de l'humain. Alors déjà, quand j'étais au lycée, entre 16 et 18 ans, je voulais m'entraîner à tout prix. Dans l'internat où je dormais, il y avait un lit et derrière, c'était un box en fait, avec un rideau. Et puis derrière, il y avait une petite salle de bain. Sauf que la pionne, en fait, qui passait dans les couloirs où il y avait les box, elle pouvait rentrer à tout moment dans ma chambre, dans mon box. Et je voulais me cacher pour pas qu'elle me découvre en train de méditer, parce qu'à l'époque, j'avais qu'une obsession le soir, c'était de méditer. Et je me suis cachée pendant des semaines et des mois sous le lavabo de ma petite salle de bain, comme dans une grotte, où je me sentais dans un cocon pour méditer, et je savais que personne ne pouvait me débusquer parce que sous mon lavabo, j'étais tranquille et j'étais comme dans une grotte. Je me suis rendu compte assez vite que j'allais pas pouvoir continuer mon parcours ici en Occident. Je cherchais un maître qui puisse me ramener à la source de moi-même, en fait, dans la pratique de la méditation, avant même de pouvoir me tourner vers les autres dans cette pratique de compassion et de stabiliser mon esprit. Donc j'ai trouvé ce maître dans un livre, d'abord, qui est le livre de Bokar Rinpoche, qui est Apprendre à méditer. Et il y a des étapes très claires sur comment stabiliser l'esprit avant de pouvoir après aller à l'exploration plus profonde de son fonctionnement. Et puis j'ai décidé d'aller à sa rencontre à 18 ans, dès que j'ai eu mon bac en poche, et d'aller à Darjeeling, en Inde, en même temps que j'étais à Calcutta, d'aller le rencontrer dans son monastère pour lui demander s'il serait d'accord que je m'installe
avec les moines, y habiter de manière permanente. Il donnait des enseignements à côté de Darjeeling et à la fin des 10 jours d'enseignement, il y a son maître qui est arrivé en voiture et on l'attendait sur une allée humaine et j'étais pile en face de lui. Et puis ça a duré un certain temps parce que la voiture n'arrivait pas. Donc on était les yeux dans les yeux pendant longtemps. Et là, j'ai senti en fait dans le miroir du regard de Bökha Rinpoche cette certitude qu'on n'était pas séparés. Son esprit n'était pas séparé du mien. Qu'il y avait une illusion de séparation parce qu'il y avait un espace entre nous avec la route qui nous séparait. Simplement, cette reconnaissance que l'esprit du maître n'était pas séparé de mon esprit. Donc ça, c'était une joie et une béatitude infinie parce que j'en avais les larmes aux yeux, j'avais un sourire béat. C'était évident que c'était le maître qui allait me conduire sur les routes de la méditation. Là, c'est ce que j'avais la lune de miel de mon chemin spirituel, c'est la rencontre avec le maître et les premières années que j'ai passées, 3 ans et demi, dans son monastère, où donc de 18 à 22 ans, je le vois très régulièrement et j'ai cette dévotion dans tout mon corps, mon cœur surtout, qui est dans une ouverture au quotidien, de vastes espace intérieur qui m'était accessible du fait d'être en contact avec un maître qui a médité tellement d'années et qui depuis son enfance excelle, et a appris à maîtriser complètement l'art de méditer. C'est sa présence au monastère et le fait de faire les rituels dans le temple très régulièrement avec les moines et avec lui dans le bouddhisme tibétain, du Vajrayana, qui m'a permis de me baigner dans un environnement spirituel où forcément les qualités de réalisation de tous ceux qui méditaient dans ce monastère étaient tellement palpables, tangibles dans même les choses du quotidien, leur manière de se déplacer, leur manière de sourire, leur manière de prendre leur bol à la main, de boire. Et c'était une tranquillité intérieure que je ressentais sans effort. Donc très vite, je me suis dit, évidemment, là, j'ai une maison spirituelle qui pourra toujours m'accueillir. Et ce sentiment de sécurité, de me sentir entourée de personnes sur un chemin spirituel, des personnes très avancées et qui pouvaient me guider. J'avais une certitude qu'en fait, grâce à ça, si je mourais demain, il n'y avait aucun problème. Déjà, ce pourquoi j'étais là dans cette vie était déjà réalisé. C'était de goûter à cette expérience d'une tranquillité intérieure que personne ne pourrait m'enlever à aucun moment. La dévotion pour les maîtres est plus forte que tout et j'envisage de devenir nonne pour pouvoir être complètement dédiée à mon chemin spirituel. J'en parle à mes parents. J'avais déjà rasé mes cheveux et j'ai porté des habits d'une grande simplicité parce que j'étais à Calcutta et j'étais dans les bidonvilles, donc je me préoccupais pas du tout de mon apparence physique sur le plan de vouloir plaire ou séduire qui que ce soit. Donc j'ai pas avec des vœux de nonne, simplement j'avais déjà un mode de vie qui clairement annonçait que cette période de ma vie était dédiée entièrement au chemin spirituel. Et mes liens avec mes amis qui étaient avec moi à Calcutta ou avec ceux qui étaient restés en France, finalement dans mon désir de radicalité deviennent plus un obstacle ou une difficulté que j'arrive pas à concilier à ce moment-là avec mon envie de suivre un chemin spirituel. Donc, je décide finalement d'avoir une vie solitaire. Ma famille, elle, ça posait aucun problème de leur expliquer pourquoi je faisais ce choix. Ils ont tout de suite très bien compris. Mes amis, ça les intéressait pas plus que ça, je crois, de comprendre ma transformation à ce moment-là. Finalement, la distance s'est créée sans que j'ai eu besoin de
de me justifier. Et là, j'ai entamé effectivement une vie solitaire qui a duré un certain temps, même après, sur des dizaines d'années. J'habite dans un monastère de moines tibétains qui viennent des quatre coins de l'Himalaya, notamment aussi du Tibet. Bokar Rinpoche, lui, est un nomade qui vient du Tibet, qui s'est enfui en 1959. Je suis plutôt en contact avec les moines qui, eux, partagent leur repas ensemble et font les rituels ensemble. Donc j'ai peu de contacts, on va dire, directs avec eux, à part les rituels et les repas, parce que c'est pas du tout adapté que je devienne amie ou que je fasse des matchs de football avec eux. Et puis j'ai tout de suite ce respect quand même des règles monastiques où si je peux rester, c'est grâce à ma discrétion, ma compréhension en tant que femme, que je suis potentiellement un objet de distraction pour eux. Et donc je maintiens une distance qui est la distance juste pour que je puisse continuer à vivre dans le monastère, mais tout en n'étant pas un objet de distraction. Alors les moines du monastère amérique, ils comprenaient probablement pas ma démarche. Ça les intéressait que moyennement, je crois, de lier des liens avec moi. Ils s'amusaient beaucoup de me voir suivre les textes en tibétain, donc des très longs rituels qui duraient parfois jusqu'à 10 jours, du matin au soir. Et je m'obstinais à vouloir y être tout le temps. Donc j'étais parmi eux, comme si je me sentais appartenir à ce groupe et être complètement comme eux. Sauf qu'effectivement, pour eux, ça devait être très amusant parce que c'était évident que le décalage était énorme. Une femme blanche au milieu de moines pendant un rituel. Donc au bout de 3 ans et demi de vie au monastère, il y a Bokar Rinpoche qui m'envoie aller vivre dans un couvent de nonnes tibétain. Et là, je deviens très amie avec une nonne qui veut devenir ermite. Et on va chercher des grottes ensemble dans l'Himalaya. Finalement, on trouve une grotte pour elle. Elle s'y installe. Et puis, je me dis, ah tiens, c'est une voix qui m'appelle aussi. J'aimerais beaucoup pouvoir découvrir cette vie en dehors des monastères où finalement, je suis dans la nature, reliée plus à la vie sauvage. Et puis, je me débrouille pour trouver de la nourriture comme je peux. Mais bon, ça s'est pas fait à ce moment-là. Finalement, je retourne au monastère. Je n'avais pas encore trouvé ma grotte. Et là, tout d'un coup, j'ai comme une sorte de crise intérieure. Je ne veux plus entendre parler du maître, du bouddhisme, de l'enseignement. C'est un enseignement sur l'impermanence en fait qui m'a fait complètement disjoncter. J'ai compris qu'en fait tout ce que je m'étais construit sur le mode de vie au monastère, avec mon petit rôle d'être là parmi les moines, de servir de traductrice s'il y avait des groupes d'étrangers qui venaient rencontrer Bokar Rinpoche pour des enseignements sur la méditation. Donc je m'étais fabriqué un petit personnage qui collait bien avec mon environnement. Sauf qu'en fait, j'étais tellement devenue ce personnage qu'il y avait l'impossibilité de le voir s'effondrer. Et quand j'ai vu qu'en fait l'enseignement sur l'impermanence me pointait, c'est le fait que c'était faux en fait de me croire permanente, figée dans ce personnage. Et là, j'ai vraiment pas du tout aimé cette réalisation. Donc j'ai claqué la porte et je suis partie sur une plage en Thaïlande. Donc je pars sans dire rien à personne avec mon sac à dos. Comme j'avais pas tellement d'affaires, de toute façon, j'ai simplement laissé tout ce que j'avais au monastère et j'avais quasiment rien. Donc je suis juste partie avec mon sac à dos et j'étais très très en colère. J'ai trouvé une Jeep qui m'a redescendue du haut des collines où on était pour la retraite vers la gare la plus proche. Je suis partie à Calcutta. J'ai pris le premier billet d'avion qui partait de Calcutta. Je me suis retrouvée à Bangkok. Bangkok, j'ai rien compris. Je me suis retrouvée dans un van qui m'amenait sur la côte avec d'autres filles complètement paumées aussi, qui faisaient du yoga toute la journée sur la plage, qui mangeaient des ananas, on buvait de l'eau et on mangeait des ananas toute la journée. Puis on se baignait, il n'y avait pas de maison, on était juste sur la plage pendant une semaine. Les filles, elles étaient en maillot de bain, hyper à l'aise, à savoir même se tenir sur une serviette ou un paréo et puis être comme des filles à la plage, quoi.
À l'époque, j'étais toute blanche parce que je pouvais évidemment pas découvrir aucune partie de mon corps pour pas gêner qui que ce soit. Et donc, elle se demandait vraiment pourquoi j'étais pas bronzée et pourquoi je connaissais rien à la vie sur la plage. J'avais même pas de crème. Donc, du coup, je me suis complètement cramée. Puis, j'étais un peu recroquevillée sur moi-même, en fait, pour me protéger de tout ce soleil. On dormait sur la plage, on nageait avec les poissons. Et là, ma colère s'est complètement apaisée et j'ai retrouvé mon corps, en fait. J'ai retrouvé les sensations dans mon corps par le contact avec l'eau, avec le soleil, avec le fait de manger des choses sucrées, juteuses, l'ananas, Et puis, d'être avec des filles de mon âge qui cherchaient aussi leur voie, mais sans vraiment du tout se prendre la tête. On n'avait pas de chemin spirituel, on n'avait pas de livre, on n'avait pas de maître, on n'avait rien. Enfin, c'était la liberté sur la plage, quoi. Je pense que je m'étais mis une pression de vivre dans un environnement aussi qui n'était pas forcément celui dans lequel... à la base, j'étais faite dans un monastère d'hommes avec des moines tibétains. Peut-être que la radicalité avec laquelle j'étais partie a créé une sorte de tension dans mon corps où il fallait juste que je relâche la soupape. J'avais l'impression d'avoir été leurrée, en fait, d'avoir été trompée, comme si je m'étais enfermée dans quelque chose qui me voulait du bien, mais qui, en fait, en me voulant du bien, je m'étais construite une prison dans laquelle j'arrivais pas à sortir autrement que par cette sortie violente de tout faire exploser. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et après cette parenthèse ensoleillée à prendre des coups de soleil et à nager dans l'eau turquoise, il est temps pour Marion de rentrer en France, car une surprise l'attend, une surprise qui va la mener vers de nouveaux territoires éloignés. Après être rentrée en France, je me rends compte que j'ai fait une demande de visa pour arriver au Tibet. Parce que à l'université du Tibet à Lhasa, il y a un papier qui m'est envoyé parce que j'ai fait la demande de candidature pour être étudiante. Et j'avais complètement oublié que j'avais fait ça. Et quand j'arrive en France, la lettre d'invitation officielle arrive. Et j'ai eu 1 mois pour faire mes valises, pour rejoindre l'université à Lhasa, au Tibet, pour commencer mes cours de tibétain à l'université. Et là, je suis réticente à y aller, parce que je me dis non, je vais pas me faire rattraper par ce que je viens de réussir à tout faire exploser. Je veux vraiment plus avoir rien à faire avec tout ça, tout le monde tibétain. Et puis finalement, j'envoie quand même mon passeport à l'ambassade de Chine à Paris. Je perds mon passeport, finalement je récupère, j'obtiens mon visa, et puis j'achète un billet et j'arrive à Lhasa. Donc je ne sais pas exactement quelle est la motivation à ce moment-là qui me pousse à faire ces démarches et arriver jusqu'à l'université du Tibet à Lhasa. Mais c'est une fois sur place que je réalise que, en fait, le Dalai Lama avait écrit une lettre pour les étrangers qui viennent étudier au Tibet, comme quoi la culture tibétaine est vivante sur la terre du Tibet et qu'il y a une transmission et un accès direct là-bas qui est important et il encourage beaucoup les étudiants à aller là-bas. Et puis mon maître Bokar Rinpoche, au même moment, lui dit « J'aimerais pouvoir aider les nomades du Tibet à, par l'éducation, retrouver plus de pouvoir d'action, plus de pouvoir d'autodétermination pour leur futur et il aimerait qu'une ONG se crée là-bas. » En réalité, ce n'est pas la première fois que Marion pose le pied au Tibet. Quelques années plus tôt, elle y avait déjà fait une incursion. J'avais été avec des journalistes qui avaient besoin d'un interprète et on est arrivé à Lhasa. Et en sortant de l'avion où l'air et l'immensité du Tibet tout d'un coup rentrent dans mes yeux et dans ma bouche et dans tous les pores de ma peau qui s'ouvrent à cet espace illimité. Et je pleure à la fois tristesse et de reconnexion avec ma maison de toujours. Un peu comme dans les yeux de Bokar Rinpoche ou dans ce miroir en fait du regard du maître où je me sens unie, non séparée avec lui. De la même manière, je retrouve cet état où il n'y a plus de barrière entre ce que je ressens à l'intérieur et ce qui m'entoure. Et cette barrière s'effondre
et je me sens unifiée au Tibet. Il y a des larmes qui coulent sur mes joues et je sens que je peux rester avec cette souffrance liée à cette terre et à ce peuple et de ne pas m'effondrer avec elle. Là, la grande découverte au Tibet, c'est que l'aspect religieux est interdit. Donc je ne peux plus pratiquer le bouddhisme tibétain tel que je le connaissais dans le monastère à Darjeeling. Au contraire, je me moule dans un personnage qui devient complètement ordinaire au niveau séculier. Je suis juste une étudiante qui vient apprendre le tibétain et qui n'a jamais entendu parler de Dalai Lama, qui n'a jamais entendu parler d'un maître comme Bokar Rinpoché, qui n'a pas entendu parler de méditation et qui simplement se fond dans le système administratif et éducatif local qui m'accueille sans faire de vagues, en totale discrétion. Et en fait, j'y trouve une forme de grand nettoyage intérieur, puisque finalement, maintenant, il n'y a plus que la pratique intérieure qui me soutient. J'ai acquis une sorte de discipline, de pratique de méditation au quotidien, mais que je peux même arriver à pratiquer sans avoir besoin d'un cadre formel, puisque dans ma chambre même, à l'internat, sur le campus universitaire à Lhasa, je ne peux pas avoir d'hôtel ou de lieu de méditation ou de photos de mes maîtres. Donc tout est vraiment devenu un hôtel et un lieu de refuge intérieur. Au bout de quelques mois, 6 mois, 1 an peut-être sur le campus universitaire à Lhasa, je commence à comprendre où sont les limites à ne pas dépasser pour avoir une pratique de méditation que je retrouve en fait sous une forme plus formelle, enfin une pratique formelle. Et donc j'arrive à avoir un coussin de méditation dans ma chambre et je mets même une photo de mon maître au bout de quelques mois. Et puis au moment où je me pose cette question, je m'effondre en fait comme une sorte de prosternation face à l'autel devant sa photo. Et là en fait je retrouve toute la dévotion que j'avais mis à distance pendant ces 2 ans parce que j'étais encore en crise, en colère contre mon maître. Cette dévotion, elle m'envahit encore plus forte même que celle que j'avais connue avant. Évidemment, là, je me remets à être très, très sensible, à être touchée, à pleurer, juste à l'idée de le retrouver, de le revoir. Je retourne à Darjeeling, j'écoute les enseignements. Là, je suis en larmes tout le temps. Je crois que j'ai jamais autant versé de larmes pendant ces enseignements. Et il n'y a aucune raison, il ne se passait rien de particulier. Simplement, le grand nettoyage de retrouver ce lien pur avec le maître. Et il était totalement ouvert à l'idée que j'avais fait ma petite crise d'adolescence et que je revenais simplement sans avoir rien à expliquer de ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Et le lien qui s'est créé, c'était un lien qui est devenu beaucoup plus pratique avec lui. C'est-à-dire qu'il me demandait des nouvelles du Tibet et des possibilités d'ouvrir une ONG au Tibet pour aider les nomades de sa région. Et donc je lui donnais en fait des informations qui étaient importantes et pratiques pour la réalisation de son souhait. Je repars au Tibet pour continuer donc le travail de développement d'une ONG pour les nomades. Et au bout d'1 an, Bokar Rinpoché décède. Lorsque Bokar Rinpoché quitte notre monde physique, Marion est en Inde, à quelques milliers de kilomètres de Darjeeling, dans des circonstances bien particulières. Donc à ce moment-là, je commence mon travail de guide dans l'Himalaya et je suis guide au Ladakh en Inde. Et la nuit où il est mort, j'étais au fin fond donc, des montagnes. Je me lève dans un sursaut en criant, en hurlant sous ma tente, en sentant qu'il y a quelque chose qui se passe. Et le lendemain matin, on redescend dans la vallée et j'ai de nouveau une connexion Internet et j'apprends qu'il est décédé la veille. Chez les bouddhistes tibétains, les rites funéraires durent exactement 49 jours. Cette période est appelée bardo, elle correspond au temps nécessaire pour permettre à l'esprit du défunt de passer du cycle de la mort à celui de la renaissance. Les rituels funéraires auxquels Marion va participer sont donc destinés à aider l'esprit de Bokar Rinpoché à traverser cette période
de transition en toute sécurité en lui offrant des prières et des offrandes pour l'aider à se libérer des attachements terrestres. C'était les derniers jours de mon accompagnement de voyage avec un groupe de touristes, de trekkers. Et je prends le premier avion pour aller à Darjeeling. Et donc j'arrive le surlendemain. Et là, je passe pas tout à fait 49 jours de rituel, de rituel funéraire. Mais voilà, je fais des allers-retours entre le monastère et le Tibet. Donc j'amène aussi les sels qui ont permis d'extraire l'eau du corps de Bokar Rinpoche avant d'être embaumé. Je l'amène au Tibet. Et puis le Karmapa arrive pour les derniers jours, les dernières semaines du rituel. Et le Karmapa donne des enseignements sur l'environnement, sur l'écologie, son lien très fort à la terre. Je comprends que c'est une direction qui nous est donnée à tous les pratiquants de cette lignée de maîtres, d'être dans l'action en lien avec la terre et avec le vivant pour restaurer des écosystèmes là où on peut les restaurer. Donc ça me renforce dans ma motivation de retourner au Tibet et de continuer finalement le travail qui a été initié d'après le souhait de Bokar Rinpoche, d'aider les nomades qui eux-mêmes sont les protecteurs de cette terre du Tibet. Et donc petit à petit, il y a une université qui va se créer autour de ce projet, l'université des nomades au Tibet. Alors pour subvenir à mes besoins au Tibet, je suis guide de trekking. J'ai simplement 2 jambes, une bonne condition physique, je suis jeune, je parle le tibétain, je comprends tous les codes culturels des Tibétains quand ils travaillent entre eux et donc je peux me fondre dans leur système, l'organisation avec eux. Et je deviens forcément un médiateur entre les groupes de touristes et les équipes tibétaines. Ça va durer de l'âge de 23 ans jusqu'à ce que je parte du Tibet en 2020, donc 40 ans. Progressivement, alors je passe de guide de trekking à guide culturel, puis après à guide de montagne, moyenne montagne, haute montagne, et puis après très haute montagne, parce que je suis formée par les guides tibétains, les guides de montagne à leur école pour acquérir des compétences plus techniques de grimpe, vraiment en altitude et avec des piolets, des crampons, donc passer des passages un peu sensibles, lire la lecture des glaciers, comprendre où vont tomber les avalanches, etc. Puis en échange, moi je les forme aussi à comment développer des expéditions responsables au niveau écologique et aussi au niveau humain et culturel, enfin de préserver la culture tibétaine au sein même de cette industrie là, aux très hautes montagnes, notamment sur l'Everest, qui attire énormément de touristes. Cet engagement pour l'Everest va se concrétiser lors d'un événement particulier de profonde connexion à la montagne. En 2013, donc j'ai 33 ans, les guides tibétains me proposent d'aller voir sur le sommet de l'Everest ce qui s'y passe et de comprendre avec eux les enjeux principaux par rapport à la pollution, par rapport à la mauvaise gestion aussi de l'équipement. Tout ce qui est monté en fait là-haut n'est pas forcément redescendu de manière aussi systématique qu'ils le souhaiteraient, notamment les cordes, les vieilles cordes, les bouteilles d'oxygène. Donc ils sentent qu'il y a un problème, mais ils ne sont pas encore très au clair sur la vision qu'ils veulent donner en fait à leur projet pour résoudre ce problème. Donc je vais avec eux en 2013 au sommet de l'Everest. Donc c'est la première expédition 100% tibétaine où on décide ensemble d'être à l'écoute de la montagne, de l'Everest, qui d'ailleurs ne s'appelle pas du tout l'Everest pour les Tibétains. C'est une déesse, la déesse mère éléphant, qui veut dire Jomo Langma en tibétain. La montagne nous dit à quel point ça ne va pas du tout. La situation est très critique. Sur la face nord, au Tibet, il y a 10 tonnes de déchets qui sont laissés abandonnés comme ça depuis des dizaines, 30 ans même d'expédition. En fait, sur cette première expédition, il y a un symbole très, très net qui apparaît dans mon expérience et dans la vision qui va devenir la vision du projet Clean Everest. C'est qu'en fait, le sommet de la montagne est comme un
la tête d'un aigle et de chaque côté il y a les deux ailes de l'aigle, donc c'est les épaules de la montagne. De cette tête coule une larme qui est formée en fait par tous les déchets qui sont laissés sur les différents camps en altitude juste avant d'arriver au sommet. Et quand avec les Tibétains, on réalise la peine, la tristesse de la montagne qui verse une larme pendant 3 ans, donc il y a quand même un long processus de réflexion sur comment on va réussir à mettre en œuvre des actions concrètes de construction de zones de dépôt de déchets, de collecte de déchets, de transport de déchets, toutes les ressources qu'il allait falloir mettre ensemble pour arriver à ce que ça se réalise concrètement. Et c'était cet aspect-là qui manquait, parce que la vision, elle était assez prête à émerger au départ, en 2013, quand la première expédition s'est faite. Par contre, la manière de mettre en action, mettre en musique toute l'opération Clean Everest, ça a pris beaucoup plus de temps. Donc planifier, organiser, coordonner, ça a démarré en 2016. En bout de 3 ans, les résultats sont vraiment apparus de manière extraordinaire, parce qu'en fait, en peu de temps, les collectes de déchets se sont mis en place avec beaucoup de bénévoles qui arrivaient de 4 coins du monde, qui étaient là sur la montagne et qui savaient de toute façon pas quoi faire de leur temps libre pendant les périodes d'acclimatation. Donc finalement, il y a eu un engouement assez vite sur le nettoyage des déchets. Il manquait juste l'infrastructure et il manquait le cadre et l'organisation avec le transport, notamment, surtout les transports avec les yaks qui viennent en altitude, qui sont là à 6500 mètres et qui après redescendent les sacs. Et puis il y a une force de détermination qui s'est renforcée au fil des années pour aller jusqu'au bout. Parce qu'une fois que la mayonnaise commence à bien prendre, après, la vision, c'est que la montagne soit complètement propre, qu'elle retrouve totalement sa pureté et que les glaciers soient comme intacts. Mais aussi, c'est devenu un symbole. C'est-à-dire que la propreté de la mère déesse éléphant, Jomolangma, la montagne la plus haute du monde, devenait en fait un exemple, un modèle pour avoir leur vie et la motivation de nettoyer toutes les autres montagnes autour sur l'Himalaya. Et c'est devenu aussi pour les Tibétains qui vivaient donc au pied de cette montagne, ou à Lhasa, une sorte de réappropriation des valeurs tibétaines, de ce lien très fort à la nature, puisque c'était eux les gardiens et les ambassadeurs des questions de dépollution de la montagne. Et ça devenait même une partie forte de leur identité. Pendant toutes ces années d'action auprès de la montagne, à méditer sous des tentes ou en grimpant sur les sommets, la relation que Marion entretient avec la méditation évolue lentement, petit à petit. Elle y introduit une plus grande dose de douceur. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, dans ma manière d'être active au Tibet sur les projets, il y avait beaucoup de force, de détermination, donc dans l'effort joyeux, et d'une volonté assez forte d'aller au bout de mes missions. Et aujourd'hui, je réalise qu'à travers ma pratique de méditation, la douceur devient l'élément principal de ce que je cultive. Ma contribution, je crois, dans cette nouvelle phase de ma vie en Occident, c'est cette douceur au service du collectif. Il y a moins une volonté d'y arriver à tout prix et par moi-même, mais plutôt cultiver la douceur pour que ce qui est encore en moi a envie d'aller plus vite et plus haut que les autres se dissout, pour que ce qui va émerger soit vraiment de l'ordre d'une intelligence et d'une sagesse collective. Voilà, c'était l'histoire de Marion, celle d'un chemin de guérison tourné vers les autres et la nature. On a enregistré cet épisode dans la maison de ses parents, en plein Périgord vert, plus précisément dans sa chambre d'enfant qui n'a pas beaucoup bougé depuis les premières méditations de son enfance. Si vous voulez en savoir plus sur les multiples aventures de Marion, sachez qu'elle a publié 2 ouvrages. Le premier s'appelle « Respire, tu es vivante » aux éditions Massot. Et le deuxième vient de sortir, s'appelle « L'Everest du potentiel » chez Flammarion.
Vous retrouverez comme d'habitude toutes les informations en description et sur la page de l'émission. Enfin, un dernier mot, si le podcast vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, une façon vraiment simple de le faire, c'est d'aller mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste et ça permet à ces récits de se frayer un chemin au milieu des algorithmes, de circuler et d'inspirer plus de personnes à pratiquer. Voilà, bonne méditation à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao, bye bye. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, si vous croisez la sagesse qui vagabonde à Dodiac, n'hésitez pas à faire un petit rodéo avec elle. Bonne méditation à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao. Bye bye.